À en croire les eurosceptiques et les souverainistes, le Brexit a un responsable principal, l'austérité imposée par l'Union européenne. Pierre Moscovici, commissaire en charge de l'économie, se sent-il en partie responsable? L'Europe doit-elle changer de direction après ce référendum britannique? Bonsoir Pierre Moscovici, Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Commençons, si vous le voulez bien, par la disparition de Michel Rocard. L'ancien Premier ministre français est mort avant-hier, samedi, à l'âge de 85 ans. Que représente-t-il pour vous? Une source d'inspiration, une amitié, un grand socialiste, un grand européen. Je n'oublie pas que ma première élection, c'était en 1994. J'ai été élu député européen sur sa liste. Précisément, je l'ai accompagné au Parti socialiste. Je croyais beaucoup dans ses idées réalistes, pragmatiques, dans cette deuxième gauche qui gardait intactes les idéaux de la gauche, la lutte contre les injustices, contre les inégalités, et en même temps qui prenait en compte l'économie de marché, la globalisation, l'Europe. Il a été un homme politique populaire qui a beaucoup compté. D'ailleurs, l'émotion qui entoure sa disparition le montre. Il n'a pas été président, mais je pense qu'il a influencé davantage la vie politique et intellectuelle française que beaucoup de ceux qui l'ont été. Il incarnait ce qu'on a appelé la deuxième gauche, vous avez prononcé le mot, Pierre Moscovici. Certains voient justement à l'œuvre aujourd'hui et dans les réformes actuelles menées par le gouvernement français une nouvelle gauche, pas forcément celle de Michel Rocard, mais est-ce votre sentiment ? Celle de Michel Rocard. Michel Rocard a été un acteur politique essentiel dans les années 60, 70, 80, au début des années 90. Ensuite, il a été davantage un penseur, un acteur du débat démocratique. Il avait pris une retraite de la politique active. Il a fait 15 ans au Parlement européen. Mais il y a une filiation, y compris dans ce que fait aujourd'hui François Hollande. D'ailleurs, je suis frappé par le fait que toutes les expériences de la gauche du gouvernement ont été marquées par lui. 81, Mitterrand fait des nationalisations, il y a le tournant de la rigueur, et on passe à une politique de modernisation. 97-2002, j'étais ministre des Affaires européennes, je crois que le gouvernement de Lionel Jospin avec Dominique Strauss-Kahn a été largement un gouvernement inspiré par les idées de Michel Rocard, sans parler du temps où lui-même a été à Matignon 88 à 91. Et depuis 2012, quelle est la tâche du gouvernement, des gouvernements de François Hollande, si ce n'est de moderniser l'économie, de la rendre plus compétitive, d'insister sur l'offre pour que la France soit également une économie puissante. Donc je pense que cette filiation de la deuxième gauche a beaucoup inspiré, à une condition, ne jamais perdre de vue que Michel Rocard est mort homme de gauche, et qu'un homme de gauche, a toujours comme idée qu'il faut faire reculer les inégalités, qu'il faut aussi donner sa place à la société civile, au monde associatif, à la culture, à l'éducation. Et ces priorités-là, il ne faut pas les oublier. Je reste de gauche. Et si je me sens, parmi d'autres, dans cette filiation-là, c'est parce que Michel Rocard a été un homme de gauche. Il était d'ailleurs ces derniers temps très critique sur la politique du gouvernement français. Est-ce qu'il n'incarnait pas aussi une forme de difficulté justement de la gauche française à sortir de l'héritage du 19e siècle, du début du 20e siècle, je parle de l'héritage du socialisme, à s'ancrer dans ce que vous avez dit, à savoir dans cette économie de marché? Mais je ne crois pas, puisqu'en vérité, quand on regarde la gauche au pouvoir depuis 1981, elle a gouverné autant que la droite, si ce n'est un peu plus. Elle a été toujours à la pointe de la modernisation de l'économie. La gauche a beaucoup fait pour l'économie. C'est quand la gauche est au pouvoir que les déficits reculent le plus. C'est quand la gauche est au pouvoir que l'activité économique progresse davantage. C'est quand la gauche est au pouvoir qu'on a aussi davantage de création de richesses. Alors évidemment, il y a des échecs, ça peut arriver. Il y a notamment ce fléau qui marque notre société, qui est le fléau du chômage. Non, ces idées, elles sont les idées de la gauche au pouvoir. Après, lui n'a pas été président, mais il ne faut pas y voir, je pense, l'échec de sa pensée. La politique, c'est aussi autre chose. C'est à la fois l'exercice du pouvoir, comme disait Léon Blum, mais c'est aussi la conquête du pouvoir. Et de ce point de vue-là, sans doute a-t-il manqué à Michel Rocard peut-être une fibre politique, une capacité à être un homme de masse. Il n'a pas non plus été toujours un homme de calculateur, au mauvais sens du terme. Il avait rencontré un maître en politique, qui était François Mitterrand. Mais moi, je garde toujours dans l'idée ce que dit Lionel Jospin. François Mitterrand a dominé politiquement la gauche française, François Hollande ensuite, mais c'est Michel Rocard qui a eu raison économiquement. Pierre Moscovici, vous êtes en première ligne depuis 10 jours face à ce Brexit, puisque vous êtes en charge des affaires économiques, de l'union douanière, mais aussi de la fiscalité en Europe. Il y a 2 ans, tout juste, Michel Rocard était assis à votre place. Il était invité de 64 minutes sur TV5 Monde. On parlait déjà beaucoup de cette possibilité d'un Brexit. On va écouter ce que disait l'ancien Premier ministre français sur notre plateau.
N'oubliez jamais que dans 30 ans, le monde sera dominé pour l'Asie. Après 100 ans de domination occidentale. Comment résister à ça si on n'est pas 1,5 milliard parlant ensemble? Que l'Angleterre ne comprenne pas, c'est son affaire, mais qu'elle nous empêche de le faire, ça c'est terrible. Mais pourquoi elle reste, à votre avis, Michel Rocard? C'est pour ça que je pense que son départ est une condition préalable à toute vraie relance d'une Europe politique. C'est une bonne chose alors, Pierre Moscovici, le départ du Royaume-Uni? Michel Rocard était un homme de débat, donc on peut éventuellement ne pas être d'accord avec lui. J'ai un point commun avec lui, c'est que j'avais prévu ou prédit que ce référendum serait extrêmement difficile. Je me souviens d'avoir dit à George Osborne, le chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances britannique, fais attention, quand tu fais un référendum sur l'Europe, tu connais pas la question, mais tu connais la réponse, ce sera non. D'ailleurs, je mets en garde tous ceux qui seraient tentés de faire des référendums pour se faire plaisir. Sur l'Europe, c'est une question trop complexe pour se prêter à une réponse par oui ou par non, binaire. Ouais. Et ceux qui défendent le oui ont toujours un désavantage. Mais il a raison et tort, Michel, ou il avait raison et tort. Il avait tort, parce que le Brexit est quand même une perte pour l'Europe. Ne plus avoir ce grand pays qui est aussi un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, une puissance nucléaire. La Grande-Bretagne sera européenne demain, même si elle n'est plus membre de l'Union européenne. Et n'oublions pas que la France libre, elle était à Londres, elle n'était pas à Vichy, ni même à Paris, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ne tombons pas dans je ne sais quel anti-britannisme, pardonnez-moi ce néologisme, qui serait de mauvaise aloi. Mais il avait raison au sens où maintenant, les 27 pays qui restent, et les 19 qui partagent l'euro, ont un devoir, c'est de faire une Europe qui soit plus resserrée, plus soudée, plus cohérente, plus efficace, plus européenne. Et ça, de ce point de vue-là, il va falloir maintenant se saisir de ce moment pour une offensive européenne. Je vois que certains appellent au statu quo, à la pause, et en réalité préconisent une régression, quand d'autres même vont jusqu'à proposer de supprimer la Commission. Tout ça, ce sont des fadaises. L'Europe, comme disait Jacques Delors, c'est comme la bicyclette. Si on n'avance pas, on tombe. Ça ne vous a pas échappé, la plupart des artisans de ce Brexit rebroussent quelque peu chemin. Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, refuse de remplacer le Premier ministre David Cameron. Et aujourd'hui, on apprend que Nigel Farage, qui dirigeait jusque-là le parti europhobe UKIP et parti xénophobe, a décidé de quitter la tête du parti, mais il reste député européen et quitte le navire. Votre réaction ? Ça prouve que ceux qui ont proposé le Brexit, un, ne croyaient pas vraiment qu'ils allaient l'emporter, et deux, ne savaient pas ce qui allait se passer le lendemain. À tel point que maintenant, ils démissionnent de leurs responsabilités. En théorie, ils auraient dû être ceux qui montrent le chemin, qui disent comment on fait. Ils se sont contentés de dire non. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Un Royaume-Uni qui est divisé, une Écosse qui regarde vers son indépendance, des jeunes qui sont désorientés, Londres qui est une enclave dans son propre pays. Ce référendum a davantage divisé, brûlé, blessé que construit. Et donc, il y a cette formidable onde de choc politique. Sur Nigel Farage, on ne peut quand même pas s'empêcher de penser qu'il y a l'immoralité dans le comportement de cet homme. Car après avoir cassé, il s'en va. Et après avoir dit qu'il démissionnerait du Parlement européen, si j'ai bien compris, il va continuer à y rester. De temps en temps, dit-il. Oui, ça, l'avenir nous le dira. Ses indemnités ne seront pas, elles, à temps partiel. Et donc, je trouve que, franchement, s'il avait été vraiment courageux, il arrêterait tout. Et il quitterait le Parlement européen. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Que font-ils là? Que feront-ils là? Il lutte notamment contre l'austérité. En tout cas, il fait partie de ceux qui luttent contre l'austérité. Je le disais en guise de présentation, Pierre Moscovici, vous le savez, beaucoup disent que ces politiques d'austérité qui seraient imposées par l'Union européenne sont responsables de ce non au référendum, en tout cas de la victoire du Brexit. Je le disais, ce n'est pas avec l'ironie, mais est-ce que vous ne vous sentez pas visé? Est-ce que vous sentez appartenir à cette... Je me sens concerné. Je me sens concerné avec la Commission européenne et avec beaucoup d'autres sur comment on fait pour réinventer l'Europe. Mais viser, non. D'abord, le Royaume-Uni n'est pas un pays membre de l'euro. Il n'applique pas les règles de sérieux budgétaire. Son déficit budgétaire est très élevé, beaucoup trop élevé, supérieur à 4%. C'est donc la responsabilité du gouvernement britannique. Et par ailleurs, la campagne qu'ont menée Farage, Johnson et les autres, elle n'a pas été sur l'économie, elle a été sur l'immigration. Et enfin, qu'aurait-on dit si la Commission avait voulu être présente dans cette campagne? Moi, j'ai refusé toute interview. Je parle correctement anglais à la BBC, parce que je savais que le propos que je pourrais tenir serait utilisé, déformé. On ne va pas nous reprocher d'avoir été trop présents, nous ne l'avons pas été. On ne va pas nous le reprocher de ne l'avoir pas été assez. Si nous l'avions été davantage, ça nous aurait coûté. La Commission, elle est à sa place, et c'est une force d'initiative, une force d'impulsion, une force de proposition indispensable. Quand je vois des hommes politiques comme Laurent Wauquiez ou comme Arnaud Montebourg proposer en gros, et en détail d'ailleurs, de supprimer la Commission ou d'en faire simplement un secrétariat administratif du Conseil, je me dis qu'ils n'ont rien compris, ou alors qu'ils veulent vraiment défaire l'Europe. On a besoin de la Commission. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Je disais concerné, oui. La Commission doit sans doute être capable d'être plus transparente.
elle doit être plus lisible, elle doit communiquer mieux, elle doit sans doute agir plus vite, elle doit concentrer sa législation ou ses propositions initiatives sur des priorités essentielles, mais la Commission, elle est vitale. Et je vais ajouter une chose, le président de la Commission, qu'on critique beaucoup, Jean-Claude Juncker, il est indispensable à l'Europe aujourd'hui parce qu'il est un pont entre l'Allemagne et la France, un pont linguistique, il est aussi un pont politique entre les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, il a une énorme expérience. On a besoin de lui. Alors arrêtons de tirer sur le pianiste bruxellois. Certains prônent, Pierre Moscovici, un retour à une Europe avec des États membres nettement moins nombreux, par exemple à 4. Quel est votre avis à ce sujet ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi cesser l'élargissement sans fin et revenir à une Europe et un noyau dur ? Souvenez-vous de ce que disait Michel Rocard, là, il avait raison. Nous vivons à l'époque de la mondialisation et des grands ensembles. Ce qui fait la force de l'Europe dans le monde, c'est son grand marché de 500 millions d'habitants. Il pensait que 70% de nos échanges sont avec des pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous replier, nous rétrécir, renoncer à ce que nous sommes, nous diviser à nouveau, ce serait une erreur historique. N'oublions pas que derrière tout ça, il y a le nationalisme qui pointe, le nationalisme qui menace. Je me souviens de la phrase de François Mitterrand, grand rival de Michel Rocard, c'est le nationalisme, c'est la guerre. Ne faisons pas comme si il y avait des menaces qui ne pesaient pas sur nous. Elles sont là. Le populisme, le nationalisme, le souverainisme dans sa version brutale. Donc, sauf qu'il n'y a pas que ça, Pierre Moscovici, il y a aussi des citoyens en Europe qui ne sont pas nationalistes, qui ne sont pas populistes, mais qui disent on veut une Europe plus humaine. On l'entend d'ailleurs en France dans le mouvement social. Est-ce qu'il ne faut pas aussi briser cette image d'une Europe, d'une superstructure qui serait déconnectée des peuples, en gros une Europe des citoyens comme on l'entend? Ça, c'est un autre problème. On n'a pas besoin de faire ça à 4, mais quels 4 d'ailleurs? Et qui exclut-on? On laisse tous les autres sur le bord du chemin. Quel égoïsme. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Sur l'Europe des citoyens, il y a d'abord une chose qu'il faut faire, c'est l'Europe des 27, puis l'Europe des 19, l'Europe de l'euro, qui est vraiment un outil de force, de puissance pour nous. Après que l'Europe soit, je le disais, plus transparente, plus lisible, plus efficace, qu'elle soit davantage soucieuse des préoccupations économiques et sociales, qu'elle écoute la jeunesse, qu'elle mette par exemple en place un Erasmus Pro, un Erasmus pour tous, qui aille jusqu'au lycée. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Il faut un grand débat sur l'Europe. Quand je dis pas de référendum, je ne dis pas de débat. Il faut un grand débat. Il faut que la campagne de 2017 soit une campagne profondément européenne. Le vrai référendum sur l'Europe, c'est l'élection présidentielle de 2017 et les candidats ne doivent pas éviter le sujet européen, ils doivent être à fond là-dessus. Mais moi, je suis pour une Europe plus humaine, pour une Europe plus douce, pour une Europe plus prospère, pour une Europe pacifique. Je ne suis pas pour une Europe rétrécie, je ne suis pas pour une Europe qui tourne le dos à son idéal et qui ignore ses institutions. Ça, ce serait une faute. Et je me battrai pour ça dans la position qui est la mienne. Encore une fois, je ne me sens pas accusé, je me sens concerné, je me sens responsable au sens de responsable d'une reconstruction. Vous voyez, c'est plutôt quelque chose de motivant. Et je pense que du Brexit, du choc que ça représente, il faut faire l'occasion d'un bond en avant. Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5. Moi, je rappelle que vous êtes commissaire européen en charge des affaires économiques de l'Union douanière et de la fiscalité. Merci à vous. Merci.